Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle de Valeo qui donne un coup d'accélérateur dans sa lutte contre le réchauffement climatique. Bonjour Jacques Aschenbroich. Bonjour. Merci d'être là avec nous, PDG de l'équipementier. Vous venez de vous engager très clairement sur la voie de la neutralité carbone à horizon 2050. Mais comme 2050, ce n'est pas tout de suite, vous comptez faire la moitié du chemin d'ici 2030. C'est un grand virage anti-CO2, on va dire, chez Valeo. Même si c'est une préoccupation qui est la vôtre, je le sais depuis un petit moment, évidemment. Alors, c'est une confirmation de ce qu'on fait depuis 10 ans. Vous vous rappelez probablement qu'il y a 10 ans, on avait donné comme axe stratégique majeur la réduction des émissions de CO2, à la fois pour nos clients et pour nous-mêmes. Et on a fait beaucoup de choses. On est devenu, depuis 10 ans, le leader mondial sur tout ce qui est électrification, que ce soit basse tension avec les 48 volts ou haute tension dans notre JV avec Siemens. Et on a aussi, dans cette période, réduit considérablement les consommations d'énergie, les emballages qu'on utilise, les consommations d'eau. Mais on a pensé qu'il fallait aller encore plus loin. Et comme vous le dites, donner un objectif 2050, c'est très ambitieux, mais il faut des étapes intermédiaires. Et l'étape intermédiaire, c'est 2030, avec une réduction de près de 50% de nos émissions de CO2 dans cette période, avec des efforts considérables, notamment en termes d'investissement, évidemment, et pour nos produits. En termes d'investissement, c'est 400 millions d'euros sur 10 ans. On se dit que effectivement l'effort est substantiel. Vous allez mettre cet argent dans vos usines et pas seulement, ou le gros va partir là? Alors il y a deux choses qui sont différentes. La première, c'est tout ce qu'on fait dans nos usines et avec nos fournisseurs pour les inciter eux-mêmes à réduire les émissions de CO2. C'est ce qu'on appelle le scope 1 et 2 et puis la partie amont du scope 3. Ce sont des efforts très substantiels. On va réduire nous-mêmes, d'où les 400 millions d'investissements, de 75% nos propres émissions de CO2 et on va demander à nos fournisseurs de réduire de 15% leurs propres émissions de CO2. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est tous les produits. On est engagé dans cette révolution industrielle de changement, de suppression, d'éradication des émissions dans l'ensemble de l'industrie automobile et chez nos clients, et nos produits y contribuent de façon majeure. C'est ce qu'on appelle le scope 3 aval, et ça représentera 50% de nos réductions d'émissions de CO2 dans cette période. Et sur les leviers, Jacques Aschenbroich, sur les leviers, pour émettre moins de CO2 dans vos usines, ça passe par quoi? Ça passe par, je ne sais pas, utiliser des énergies renouvelables, vertes, mais pas seulement. Alors d'abord, ce sont des efforts propres. On va pas faire des compensations, on va pas aller planter des arbres à tel ou tel endroit de la planète. On va optimiser la réduction dans nos bâtiments, on va utiliser des LED, on va investir dans nos bâtiments, on va investir dans la récupération d'énergie de nos machines. Donc ce sont des efforts internes. Et puis on va acheter de l'énergie décarbonée. Donc travailler avec les fournisseurs d'énergie qui ont fait eux-mêmes les investissements pour décarboner leur propre énergie. Aujourd'hui, ça représente à peu près 5%. À l'horizon 2030, ce seront 30% de nos consommations d'énergie, 80% de nos émissions d'énergie qui seront des énergies décarbonées. Donc, vous voyez, c'est un effort extrêmement important, mais on ne veut pas aller vers la compensation. On veut aller chez tous nos fournisseurs, y compris les fournisseurs d'énergie, vers ceux qui feront les efforts de décarboner leur production. Il y aura vraiment zéro compensation de vos rejets carbonés. Tout sera encore une fois, l'objectif à terme, c'est de ne plus émettre de CO2 et de moitié moins en 2030. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est pas de compensation. On veut vraiment aller vers les efforts internes, ces fameux 400 millions d'investissements sur les 10 ans qui viennent. C'est pour optimiser les bâtiments dans lesquels nous sommes et, comme je l'ai dit, récupérer l'énergie de nos machines de manière à être beaucoup plus efficace en interne et puis la consommation d'énergie décarbonée. Je reviens sur 2050, donc neutralité carbone visée en 2050, sur les scopes 1, 2 et 3, donc pour vous-même, vos fournisseurs et vos clients. Mais ça, c'est c'est déjà un gros morceau, c'est sur l'Europe. C'est évidemment un pas de géant, mais l'Europe, c'est, je crois, la moitié de votre business, Jacques Aschenbroich. Le reste, c'est l'Asie, ce sont les États-Unis. Vous agissez aussi en dehors d'Europe? Alors, il faut se donner des objectifs et on est signataire de l'accord 1,5 degré. Donc, on est complètement dans le cadre de l'accord de Paris, dans le cadre du Green Deal européen. Et l'effort, on le fait sur la neutralité carbone, 50% de notre chiffre d'affaires sur l'Europe. Mais dans les années qui viennent, et ça c'est un engagement ferme, dans les années qui viennent, on va travailler aussi
sur l'Asie, qui représente plus de 30% de notre chiffre d'affaires, et sur l'Amérique du Nord. Donc, on prend les choses étape par étape. L'engagement qu'on prend, c'est un engagement ferme, qui a été validé par notre conseil d'administration, avec des étapes intermédiaires en 2030 et qui sera évalué chaque année par notre conseil d'administration. Et évidemment, on ne s'arrête pas là. On va aller vers une neutralité carbone totale à un horizon aussi rapide que possible, mais on s'est engagé sur cette partie-là. Mais je voudrais ajouter quelque chose, c'est l'ensemble de l'industrie automobile qui fait des efforts considérables pour aller vers la neutralité carbone. On l'a annoncé très fermement, un certain nombre de nos clients l'ont annoncé, certains disent qu'à partir de 2035, ils ne produiront plus de véhicules avec des moteurs à combustion. Donc vous voyez que l'ensemble de l'industrie automobile va dans cette direction. Ouais. D'ailleurs, tout le top management aussi est motivé, enfin voilà, chez Valeo, parce que j'ai vu que les réductions d'émissions de CO2 pourront jouer sur les primes du top management. C'est un point important. L'ensemble de notre corps social est très engagé sur ces sujets-là. Aujourd'hui, il y a des critères sur la rémunération de l'ensemble de nos cadres, des 1500 cadres du groupe. Mais j'ai pensé que si on veut aller plus loin, il faut aligner évidemment ce qui est rémunération et de ce qui est engagement lié à la neutralité carbone. Et en fait, d'une façon générale, la responsabilité sociale. Donc aujourd'hui, 20% de la rémunération à partir de 2021, 20% de la rémunération variable sera liée à des critères de responsabilité sociale d'entreprise et sera probablement dans les années qui viennent vocation à augmenter. Bon, pour vous, cette réduction d'émissions de CO2, Jacques Aschenbroich, c'est aussi un potentiel de développement pour Valeo parce que vos produits contribuent à cette décarbonation de l'économie. Oui, bien sûr, mais c'est un engagement très fort. Nos produits y contribuent, évidemment, puisque ça a été notre stratégie, mais au-delà de nos produits, on veut contribuer à faire en sorte que l'ensemble de l'industrie automobile soit vraiment perçu comme une industrie qui prend à bras le corps ce sujet de l'environnement. Beaucoup de nos clients, certains de nos confrères et concurrents embrassent cette stratégie et ces accords de Paris, et même certains d'entre eux ont aussi signé l'accord de 1,5 degré. Je pense que c'est au-delà de Valeo lui-même, qui pour nous évidemment, c'est ma préoccupation principale, mais on veut faire partie d'une orientation très volontariste de l'ensemble de l'industrie automobile pour être zéro carbone et respectueuse de l'environnement. Ouais. C'est une question évidemment fondamentale pour l'ensemble de l'industrie. Bien sûr, ça c'est l'offre. Après, si on regarde, on finit là-dessus, si on regarde la demande, quand on voit les voitures électriques, c'est 4% de part de marché dans le monde aujourd'hui. Vous avez cette conviction, il a déclaré récemment que potentiellement ça pourrait monter à 30% en 2030. C'est vraiment jouable pour vous cette part de marché, malgré le prix des voitures électriques qui pour l'instant pour certains est prohibitif? En tout cas, je pense que tout le monde a été surpris. Nous, on ne l'a pas été puisque ça faisait partie de nos prévisions. On est passé de 1% du marché mondial en 2016 à 4% en 2020. Beaucoup de Cassandres ne croyaient pas à cette évolution. On a une énorme quantité de produits, de voitures qui vont arriver, qui seront hybrides rechargeables ou purs électriques. Les consommateurs, et toutes les analyses qu'on fait, il y a une vraie demande des consommateurs. Donc, je crois que les chiffres qu'on présente, environ 15% du marché en 2025, 30% en 2030, je pense qu'on va s'apercevoir assez vite que ces chiffres sont sous-estimés. Et comme toujours, quand il y a une révolution de cette nature, les choses ont tendance à aller plus vite que prévu. Et plus les volumes seront importants, plus les coûts liés à ces véhicules électriques vont baisser. Et aujourd'hui, pour l'usage, non pas pour le coût d'achat, mais pour l'usage, un véhicule électrique devient très compétitif par rapport à, selon les kilomètres qu'on parcourt, bien entendu, très compétitif par rapport à l'utilisation d'un véhicule traditionnel. Donc je suis persuadé qu'on s'apercevra dans les années qui viennent que les choses vont aller beaucoup plus vite que ce qu'on pense. En tout cas, on y est prêt et on s'y prépare. Parce qu'il y a un cercle vertueux qui s'est enclenché où plus on en achète, plus ça fait baisser le point mort. Et donc voilà, donc ça ouvre de nouvelles perspectives. Absolument. Merci d'avoir été avec nous. Il faut bien entendu qu'il y ait des stations de recharge, il faut des investissements. Ah, ça c'est un autre sujet. Ça c'est un autre sujet. Est-ce que ça suit? Mais c'est un autre sujet qui est important, qui se résout petit à petit, peut-être pas assez vite qu'on l'espérerait. Ah oui, pour certains. Ouais. Mais évidemment, l'ensemble de l'écosystème va vers les véhicules électriques indubitablement. Merci Jacques Aschenbroich, PDG de Valeo. À bientôt, au revoir. Merci. La parole à présent
un gérant qui en a en portefeuille du Valeo. Bonjour Arnaud. Bonjour David. Arnaud Bauduin, gérant action chez Ophi AM. Ce que vous venez d'entendre, est-ce que ça vous conforte dans votre envie de conserver du Valeo en portefeuille? Écoutez, c'est une entreprise qui a beaucoup d'atouts pour elle. Parce que justement, ça fait des années qu'elle investit dans les marchés pertinents pour accompagner cette transition. Nous, ce qu'on aime, c'est les entreprises qui sont impliquées dans la transition. Et Valeo, non seulement apporte des solutions aux constructeurs automobiles avec notamment ces moteurs qui permettent d'électrifier les véhicules, mais également à cette démarche responsable d'acteurs en réduisant elle-même ses émissions. Valeo n'a pas une intensité en émissions qui est très élevée par rapport à d'autres entreprises du secteur automobile, mais ça n'empêche qu'elle fait l'effort de les réduire. Et dernier point, le message était clair, la transition énergétique et écologique ne se joue pas uniquement sur les émissions. Monsieur Aschenbroich a aussi parlé de la réduction des consommations d'eau, d'énergie, déchets, etc. Et ça, c'est des choses qu'on regarde et auxquelles on est attentif. Et donc sur les critères, que ce soit pour Valeo, sur les critères financiers ou extra-financiers, pour vous, Valeo est un bon élève? On n'est pas l'école des fans, là. Mais Non, c'est un bon élève. Je vous le dis, on n'a qu'une seule valeur en portefeuille dans le secteur automobile, c'est celle-là. Donc, c'est véritablement que ça reste une conviction. C'est une entreprise qui, dans le temps, investit, vise loin, qui a été capable de créer de la valeur dans le passé, qui, là, souffre de la pandémie qu'on connaît. Ça reste un business qui est assez cyclique, mais ça n'empêche qu'on perçoit que la trajectoire va rester favorable pour les investisseurs avec de la croissance et de la création de valeur avec des retours sur capital employé élevés. Donc ce virage anti-CO2 de Valeo, cette lutte, encore une fois, anti-carbone, c'est pour vous une source de performance, encore une fois, de surperformance boursière à venir? En fait, c'est un pari? C'est un pari. Non, on est tous pris dans le phénomène et on doit tous apporter notre pierre à l'édifice. Donc chacun à hauteur de ce que l'on peut faire. Et là, Valeo accélère. Et Valeo, depuis longtemps, apporte des solutions. Valeo améliore son profil, son empreinte. C'est-à-dire qu'il y a l'empreinte de ses clients et puis il y a son empreinte à lui. Et là, la trajectoire de leur empreinte, elle est bien orientée. Donc ça veut dire que moi, je recherche des entreprises dont la valeur est très robuste dans le temps. Et de faire aujourd'hui tous les efforts pour être en ligne avec les objectifs des accords de Paris, c'est assurer la valeur terminale de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est indispensable. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire que c'est aujourd'hui un surcroît de valeur, c'est juste que ça solidifie la valeur de l'entreprise dans le temps. Et donc ça vaut le coup d'en avoir en portefeuille, du Valeo? À mon sens, oui. Voilà, merci Arnaud Bauduin. Je vous en prie. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama.